Alors, pour ceux qui ne sont pas au courant, quel est le rôle du bureau du principe de Joyce? Oui, ben en fait, le principe de Joyce en tant que tel, c'est un principe de loi qui a été écrit vraiment par la Nation atikamekw afin de jouir du meilleur état de santé possible, que ce soit physique, mental, émotionnel et spirituel. Puis ça requiert en fait la reconnaissance et le respect de nos connaissances traditionnelles et vivantes en matière de santé. Donc, sur la base que le principe de loi a été écrit de cette façon-là, ben, le bureau du principe de Joyce est responsable de promouvoir le principe de Joyce, de faire des suivis sur son application au sein de diverses organisations, de développer des outils concrets, en fait, pour répondre à cet objectif-là qui est de faire de la reconnaissance de nos connaissances traditionnelles et vivantes en matière de santé, mais aussi d'augmenter l'équité d'accès en santé pour les personnes autochtones. Et qu'est-ce qui vous a poussé d'occuper ce poste comme directrice? Oui, ben moi, dans le fond, je suis une infirmière clinicienne de profession. J'ai travaillé environ 14 ans là, dans le réseau santé et services sociaux. Puis, en étant à Tikamek de Manoine, en étant près de la famille aussi de Joyce, quand les événements se sont produits, ben, ça a touché deux fibres de ma personne, c'est-à-dire le fait que je sois à Tikamek, le fait que je sois infirmière aussi. Donc, c'est suite à cet événement-là, moi, j'étais déjà impliquée dans l'amélioration et l'implantation de la sécurisation culturelle dans le réseau. Mais quand j'ai vu ça, on dirait il y a une flamme de plus qui est allumée dans le désir d'améliorer l'équité d'accès en santé pour les personnes autochtones. Et quel était le processus de l'établissement du bureau du principe de Joyce? Comment est-ce que ça s'est développé? Oui, en fait, suite à la rédaction du mémoire du principe de Joyce, le gouvernement fédéral a eu des discussions avec le Conseil des Atikamekw de Manoine pour pouvoir attribuer un financement pour l'ouverture d'un bureau du principe de Joyce au sein de la communauté, afin justement de le faire vivre puis de faire en sorte qu'il puisse prendre son envol pleinement, puis qu'on puisse, dans le fond, vraiment le mettre en application et avoir des retombées concrètes. Et malgré que le gouvernement du Québec nie l'existence du racisme systémique, est-ce que depuis tout ça, est-ce que les conditions aux hôpitaux ont amélioré pour les Autochtones, selon vous? Je pense que cette question-là, il faudrait qu'elle soit posée aux personnes autochtones. Je sais que de mon côté, on entend quand même encore beaucoup de situations qui se produisent, qui continuent de se produire, et ce, même malgré les événements de tragiques entourant le décès de Joyce. Je pense qu'il y a eu beaucoup d'infirmières, beaucoup de professionnels, beaucoup de personnes qui travaillent dans le réseau, qui ont eu des prises de conscience, qui ont entamé en fait un processus de décolonisation de leurs pratiques, mais je serais pas prête à dire aujourd'hui que c'est complètement différent. J'entends souvent les gens dire on est dans le après Joyce, mais moi je dis on doit être dans le après Joyce. Puis pour ça, je pense qu'il faut que tout le monde se mette en action de manière concrète pour qu'on devienne vraiment là, l'année 2, l'année 3, l'année 4 après Joyce, puis qu'on voit vraiment des changements là, dans le système de la santé. Et en parlant des actions concrètes, nous anticipations la présentation du projet de loi 32 sur la sécurité culturelle dans les hôpitaux, dans les soins médicaux. Euh, Quelles sont vos attentes de cette nouvelle loi? Ouais, en fait, le projet de loi 32 qui est sur la sécurisation culturelle des établissements du réseau santé et services sociaux, pour notre part, on le trouve, euh, je veux dire, timidement écrit. C'est sûr qu'il manque beaucoup de choses dans ce projet de loi-là pour qu'il puisse pleinement, en fait, euh, garantir ou même tendre à augmenter l'équité d'accès pour les personnes autochtones au réseau de la santé et services sociaux. Euh, il y a plusieurs thèmes, tu sais, c'est à proprement parler, euh, quand on dit qu'il faut augmenter la connaissance des professionnels par des formations sur les volets culturels des personnes autochtones, c'est un volet, mais c'est largement insuffisant pour permettre de voir une sécurité culturelle et pour voir aussi, dans le fond, des usagers qui vont se sentir en sécurité lorsqu'ils vont aller chercher des services de santé. Entre autres, toute la communication interorganisationnelle entre les établissements de santé dans les communautés et puis le réseau, c'est quasi absent et ça crée de l'insécurité vraiment au quotidien pour la part des gens qui ont peur de perdre leurs proches quand ils vont consulter dans le réseau, tout simplement parce on n'a pas de retour après ça, on n'a pas de suivi.
Il y a aussi tout le volet de l'implantation d'une pédagogie antiraciste et d'une volonté organisationnelle, d'innovation dans ce sens-là. On ne le voit pas non plus dans le principe de loi. On ne voit pas non plus du tout le volet de la formation continue, de la formation aussi qui doit être mis dans les formations initiales des professionnels en santé. C'est complètement omis, alors que justement, c'est un des éléments qui est soulevé de plus en plus là, pour ce gouvernement, là, son manque je veux dire, son manque de proactivité dans le domaine de la formation, hein, je veux dire comme ça. On a besoin d'avoir un plus grand éventail de formations pour permettre aux professionnels d'acquérir pleinement des pratiques culturellement sécuritaires et pertinentes. Et quels seraient des enseignements clés que vous aimeriez voir dans ce genre de formation? Mais en fait, c'est des enseignements qui vont même pas juste toucher les volets culturels des personnes, mais aussi comment on entame une réflexion, une autocritique de notre pratique, comment qu'on entame en fait aussi l'implantation d'une approche antiraciste, comment qu'on fait en tant qu'organisation, en tant que professionnel, pour adapter nos plans de soins, le quotidien, les interventions au quotidien, ça va venir avec de la pratique, avec du développement continu des compétences à ce niveau-là, pas seulement avec une formation qui va vous dire les réalités culturelles ou historiques des personnes autochtones. Donc, c'est vraiment largement incomplet. Merci beaucoup d'être avec nous. C'est tout pour moi aujourd'hui. Merci beaucoup.